Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, suspendu mais pas sanctionné, c'est la décision de la CEDEAO sur le Burkina Faso, 4 jours après le coup d'État. À l'issue du sommet extraordinaire qu'a tenu l'organisation de façon virtuelle ce vendredi, une décision attendue mais pas surprenante, tant l'instance sous-régionale est décriée. Elle demande la libération du président Kaboré et se prononcera plus tard sur les sanctions. Nous en avons parlé avec le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, depuis Abidjan. Et on parlera de cette histoire à peine croyable. Il a existé en 1994, il y a moins de 30 ans, en France, près de la ville de Nantes, un parc animalier où on présentait les Africains dans un village reconstitué à côté des animaux avec la pleine coopération du gouvernement ivoirien. Nous en parlons avec François Thiernia, un des auteurs du documentaire Le village de Bamboula, qui raconte cette histoire. La Coupe d'Afrique des Nations en relâche côté sportif. Aujourd'hui, nous irons à Garoua où côté économique, ce sont les artisans qui misaient tout sur la compétition après 2 ans de marasme à cause du Covid. On ouvre ce journal par la décision de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui, pour la 3e fois en 18 mois, a dû se réunir afin de prendre des mesures contre un pays suite à un coup d'État militaire. Ce vendredi, la CEDEAO a décidé de suspendre le Burkina Faso sans sanctionner et exige la libération du président élu Roch-Marc Christian Kaboré. On a interrogé plutôt depuis Abidjan Jean-Claude Kassi-Brou, le président de la commission de la CEDEAO. On l'écoute. Alors effectivement, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu aujourd'hui en visioconférence a pris des décisions importantes. La première, donc, c'est de condamner ce coup d'État parce qu'il est contraire aux dispositions de notre protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, en plus de la condamnation, il a été décidé par les chefs d'État de suspendre le Burkina Faso donc, des instances donc, de la CEDEAO. Alors, c'est une, évidemment, sanction minimale, donc, parce que le coup d'État est apparu il y a seulement 5 jours, il n'y a pas vraiment encore eu de contact. Il a été demandé également de libérer immédiatement et sans condition le président Roch-Marc Christian Kaboré et tous les ministres qui ont été arrêtés éventuellement. Et puis, pour avoir plus d'informations, plus d'éléments, les chefs d'État ont décidé d'envoyer immédiatement 2 missions. La première, c'est une délégation du comité des chefs d'État-major de la CEDEAO qui sera à Ouagadougou dès demain samedi, et donc qui va rencontrer les nouvelles autorités militaires à Ouagadougou pour faire un peu le point et évaluer la situation sécuritaire en particulier. On vous entend, Monsieur Brou. On vous entend. Dans 3 jours. Oui, on vous entend, Monsieur Brou. Je suis désolée, on est pris par le temps. Sur le volet politique. Oui, le volet politique, donc une mission du Conseil des ministres pour justement rencontrer également les autorités de Burkinabé pour échanger sur la situation politique. D'accord. Alors, quand les sanctions, elles, sont appliquées ou sont décidées, elles ne sont pas acceptées par les populations qui les vivent comme une punition collective qui affecte l'économie du pays. Je pense évidemment au Mali. Et certains, vous le savez, remettent en cause la légitimité de la CEDEAO lorsqu'elle sanctionne les putschistes et ne dit rien, par exemple, sur les tripoteuillages des constitutions pour permettre à certains de vos dirigeants de briguer un 3e mandat. Je dis au hasard, je pense à votre pays, comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Que répondez-vous à ceux qui s'interrogent là-dessus? Alors, sur les sanctions, je crois, comme je l'ai dit, c'est progressif. Dans le cas du Mali, puisque c'est de ça que vous parlez, il n'y avait pas de sanctions lorsque nous nous sommes mis d'accord avec le Mali sur le programme de la transition. Donc, du 15 septembre 2020, lorsqu'on a eu cet accord à Accra, jusqu'au 24 mai 2021, lors du 2e push, il n'y avait pas de sanctions. Nous avons soutenu, accompagné le Mali dans le programme de transition, demandé à tous les partenaires de le faire. Mais c'est lorsqu'après le 2e coup d'État du 24 mai 2021 que le pays a pratiquement changé de dynamique et d'objectif en indiquant clairement que le programme des élections prévu pour le 27 février 2022 n'était pas possible, il n'allait pas être atteint, qu'on a d'abord averti, on a échangé, on a envoyé des missions, discuté, attiré l'attention sur les risques. En novembre, lors du sommet extraordinaire, il a été encore indiqué, attention, s'il n'y a pas de progrès dans la mise en œuvre
du programme de la transition pour les élections, il va y avoir des sanctions. Donc on avait déjà informé que le risque était là. Début décembre, c'est-à-dire le 12 plus précisément, encore une fois, on a demandé de faire des progrès rapidement parce qu'il y avait trop de dérapages par rapport au calendrier et averti que si au 31 décembre, il n'y avait pas de décision, on allait prendre des sanctions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été... Ça n'a pas été une surprise. La défiance à l'égard de la CEDEAO est de plus en plus forte dans plusieurs pays africains. Au Burkina Faso, la population qui soutient largement les putschistes sont plutôt méfiants de l'instance ouest-africaine, comme nous l'explique notre correspondant Kalidoussi à Ouagadougou. Bien avant le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique du Burkina Faso qui a eu lieu ce vendredi, on peut dire que l'institution ouest-africaine n'était pas vraiment dans le cœur des Burkinabés. D'ailleurs, lors des manifestations en soutien au nouveau pouvoir militaire le lendemain du coup d'État, j'ai pu échanger avec des Burkinabés et pour la plus grande majorité, la CEDEAO a perdu toute sa crédibilité. Ils lui reprochent ensemble son double discours, c'est-à-dire d'un côté on sanctionne sévèrement des régimes putschistes comme le Mali et la Guinée qui ont reçu le soutien de la majorité de leur population. D'ailleurs, et c'est assez cocasse, c'était l'ex-président burkinabé Kaboré qui avait lu le communiqué des sanctions contre le Mali et je peux vous dire que ça a très mal été perçu ici. D'un autre côté, ils ne comprennent pas la position passive sur la question des manipulations de constitution comme on a pu le voir en Côte d'Ivoire ou en Guinée. En ce qui concerne le pouvoir militaire au Burkina Faso, rappelons que lors de sa première allocution publique à la télévision nationale, c'était jeudi soir, le lieutenant-colonel Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a tenté de rassurer la CEDEAO en déclarant que le pays continuera de respecter ses engagements internationaux et que le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. On passe à présent à cette histoire à peine croyable. Figurez-vous qu'en 1994, il y a moins de 30 ans, on pouvait, en France, tout près de la ville de Nantes, visiter un parc animalier et y voir des Africains dans un village reconstitué avec la collaboration pleine et entière des autorités ivoiriennes de l'époque. On en a parlé avec François Tchernia, co-réalisateur du documentaire intitulé « Le village de Bamboula ». Il nous explique pourquoi ce village était un zoo humain qu'on pensait révolu depuis les années 30. C'est un zoo humain déjà dans la manière de présenter les personnes. C'est un zoo humain dans la mesure aussi où ça fait peu de cas de comment les personnes qui sont montrées sont également reçues et comment elles sont traitées. Donc je crois qu'on trouve d'énormes similitudes avec ce qu'on pouvait faire lors des expositions coloniales dans les années 30, etc. Alors, vous montrez aussi que c'est la conjugaison de l'appât du gain, tout en bafouant les droits sociaux les plus élémentaires, qui a mené plus ou moins à la création du parc. Mais expliquez-nous comment c'est possible qu'en 1994, donc il y a moins de 30 ans, je le disais, un tel parc ait pu exister légalement, j'allais dire, en toute légalité, d'une certaine façon. Alors, le Safari Park, quand il ouvre ses portes en 92, c'est un lieu qui peut être créé parce qu'il y a le Conseil régional de Loire-Atlantique qui est derrière tout ça. Et c'est donc un endroit qui doit rapporter des sous. Donc quand Dany Laurent, chaque saison, crée de nouvelles attractions pour ramener un peu plus de monde, il doit à chaque fois innover. Et pour parfaire un peu son tableau, son fantasme, c'est de recréer l'Afrique à 20 minutes de Nantes. Chaque année, il essaie de parfaire un peu le tableau. Et une année, cette année-là, en 1994, il décide d'installer un village ivoirien. Et donc c'est créer une attraction supplémentaire pour pouvoir amener plus de gens. Et ça se fait avec l'aval, effectivement, de toutes les administrations publiques qui soutiennent pleinement le Safari Park en Loire-Atlantique. Voilà. Direction le Cameroun, où de nombreux artisans souhaitaient profiter de la Coupe d'Afrique des Nations pour se faire connaître et vendre leurs produits. À Garoua, où se jouent des matchs de la CAN, les artisans espèrent rattraper le manque à gagner perdu à cause de la crise du Covid. Un reportage de nos correspondants au Cameroun, Tony Minga et Stéphane Noir. De la maroquinerie, de la décoration, des bijoux. Dans les dédales de ce marché artisanal de Garoua, où se déroulent des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, des milliers de produits locaux. Ça peut coûter combien? Ce matin-là, Oumaté a flashé sur ses sandales typiques de la région du Nord Cameroun. Ce supporter nigérian est en quête d'un souvenir authentique. Je suis venu acheter les Samara de fabrication artisanale, qui est trop différent de notre. Et c'est pourquoi je suis venu pour choisir la meilleure qualité et rentrer avec au Nigeria. Pour convaincre ses potentiels acheteurs à quelques mètres de là, Abdoul vante les mérites de ses produits comme chaque jour depuis le début de la CAN. Nous vous vendons les objets faits à base de la corne de la calebasse.
Sur le comptoir de cet artisan, calebasses, porte-clés et autres objets décoratifs. Abdoul les a fabriqués à la main et les vend aux rares visiteurs qui arrivent dans le village. Pour lui, la compétition, c'est le moment ou jamais de faire des affaires. On peut vendre 10 000, on peut vendre 5 000, 2 000, ça dépend donc de la visite des gens. Moi, mon but de venir, c'est de prendre les contacts et de faire connaître mon produit un peu partout dans le monde. Peut-être je vais trouver un bon partenaire qui fait peut-être dans mon domaine aussi. Après 2 années marquées par le Covid et la baisse du nombre de touristes dans la région, les artisans de Garoua comme Thérèse attendaient impatiemment le début de la grande fête du football africain. Cette potière a investi près de 500 € à l'approche de l'événement pour doubler sa production d'objets en argile. Mais cet important financement tarde à porter ses fruits, faute de clients. Depuis le début de la canne, j'arrive quand même à vendre quelques pièces de temps en temps, même s'il n'y a pas beaucoup de visiteurs. J'ai investi environ 300 000 et j'espère que je vais tirer plus avec cette canne. À quelques jours de la fin de la canne, la course contre la montre aux affaires se poursuit pour les 200 artisans de ce village. C'est sur ces belles réalisations que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, d'Abidjan à Paris, de Garoua à Yaoundé, en passant par Nantes. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.